Bonjour à tous et merci d'avoir rejoint cette deuxième conférence en ligne consacrée à l'apprentissage de la lecture. L'intervention va se dérouler en 3 temps. D'abord, une première partie d'intervention avec Luc Maisonneuve ici présent. Ensuite, nous passerons une vidéo d'exemple réalisée par Sylvain Brégardis qui va présenter des cas de compréhension. Et enfin, on terminera par un petit moment de réponse aux questions des auditeurs. Tout au long de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions par l'intermédiaire du chat qui se trouve à droite de l'écran. Alors, pour commencer, donc, nous parlons aujourd'hui de l'apprentissage de la compréhension. Pourquoi faut-il apprendre à comprendre les textes pour bien apprendre à lire? Donc, on va commencer par définir un peu les termes. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre un texte pour un enfant de CP? Bonjour à tous. Donc pour soutenir cette présentation, vous allez avoir un diaporama. Donc j'attends 2 secondes que le diaporama se mette en place. Donc je vais répondre à la première question. Donc qu'est-ce que veut dire comprendre un texte? Donc tout d'abord, comprendre un texte, c'est un résultat. C'est-à-dire que la compréhension est le résultat de la compréhension. Elle est toujours sur le produit, c'est-à-dire que le texte peut être considéré comme un produit. Donc chaque texte est à comprendre, c'est-à-dire que chaque texte étant différent, chaque texte doit être compris pour lui-même. Alors que les processus qui permettent d'aboutir à cette compréhension peuvent être communs à l'ensemble des textes, ou en tout cas à de très nombreux textes. Donc ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est apprendre à comprendre. C'est-à-dire, il faut apprendre, mais pour apprendre à comprendre, on apprend toujours à comprendre quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre à comprendre les processus sans apprendre à comprendre en même temps le texte sur lequel portent ces processus. C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas des processus pour eux-mêmes, mais toujours des processus avec un produit. Il y a toujours un texte support. Je donne un exemple, c'est la première leçon de Thiel et ses amis. C'est Thiel joue avec son ami Timo. Donc, pour comprendre cette phrase, Thiel joue avec son ami Timo, il faut au moins comprendre qu'il y a deux personnages, Thiel et Timo. Que Thiel joue avec Timo, mais bien entendu, ça c'est écrit ça, Thiel joue avec Timo. Mais que Timo, bien entendu, joue avec Thiel. Joue est réciproque, mais la réciprocité n'est pas écrite. Également, Thiel joue avec son ami Timo. On peut penser que Timo est aussi l'ami de Thiel. Or, c'est écrit simplement que Thiel est l'ami de Timo. Par ailleurs, on peut penser, et ça c'est inclus dans les significations du verbe jouer, qu'ils éprouvent du plaisir à jouer. Et également qu'ils éprouvent du plaisir à jouer ensemble, puisqu'ils jouent à deux. Donc voilà, très rapidement, un certain nombre d'informations qui permettent de dire que quelqu'un a compris la phrase « Thiel joue avec son ami Timo ». Donc pour comprendre cette phrase, donc, il faut comprendre, bien entendu, tous les mots de la phrase, c'est-à-dire non seulement les avoir déchiffrés, mais également les comprendre un à un. A priori, cette phrase-là ne devrait pas poser de problème à des élèves de CP. Donc une fois qu'on a compris les mots un à un, il faut mettre ces mots en relation, pardon. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de les comprendre un à un et puis de les garder juxtaposés. Il va falloir les relier. Et c'est, dans un premier temps, les relier jusqu'à la phrase, c'est-à-dire construire le sens de la phrase. Le petit texte que je viens de lire juste avant, il n'y a qu'une phrase. Mais dans un texte, généralement, il y a plusieurs phrases. Donc il faut que il faut après ensuite mettre ces phrases en relation les unes avec les autres, jusqu'à construire un texte cohérent. Pour faire cela, bien entendu, dans notre méthode de lecture, nous avons également des images. Mais c'est important de le dire, le dispositif que je vais vous présenter un peu plus tard privilégie le texte sur l'illustration. Nous sommes dans une méthode de lecture non
dans une méthode de lecture d'album. Avant tout, nous avons privilégié la lecture du texte sur l'illustration. L'illustration est une aide. Elle sert à comprendre le texte. Elle ne vient, dans l'ensemble du manuel, l'illustration est toujours là pour aider le texte. Dans les 5 albums qui accompagnent la méthode, c'est un peu différent. C'est un peu plus complexe, puisque ce sont des albums, et qu'à ce moment-là, texte et illustration concourent conjointement à la compréhension de l'ensemble texte-image. D'accord, donc on a vu à peu près ce que veut dire comprendre. Et maintenant, il faudrait que vous nous expliquiez un peu, Luc, ce que ça veut dire que apprendre à comprendre. Comment ça marche? Bien, donc apprendre à comprendre, c'est apprendre, comme je l'ai dit, à identifier, repérer. D'abord, je reprends, comprendre tous les mots du texte un par un, les mettre en relation les uns avec les autres pour constituer les phrases, puis les phrases ensemble. Mais une fois qu'on a lu ces mots, ces phrases et le texte ou les textes, il faut repérer à l'intérieur de ce texte les éléments pertinents, c'est-à-dire les mots pertinents, les informations pertinentes, les agencer ensemble pour en faire un ensemble cohérent et signifiant. Donc, apprendre à comprendre, ça va être apprendre à faire cela. Et comme je l'ai dit au début, on apprend à faire cela tout en le faisant. C'est pour ça que la différence entre apprendre à comprendre et comprendre est est difficile parfois à saisir. On confond parfois les deux. Mais finalement, de confondre les deux n'est pas rédhibitoire. C'est-à-dire que en faisant comprendre les textes, on apprend à comprendre. Ce qu'il va falloir avec les élèves, c'est expliciter cette chose-là, c'est-à-dire expliciter ce que l'on est en train de faire lorsque l'on est en train de comprendre un texte. Alors dites-moi, Luc, est-ce que du coup, apprendre à comprendre, ce n'est pas surtout apprendre à justifier les éléments de compréhension? Si, bien entendu, il s'agit de construire une posture réflexive, c'est-à-dire que une fois que les élèves ont commencé ce travail de compréhension, il va leur falloir leur poser des questions qui sont des questions, je dirais, sur les questions. Et par exemple, qu'est-ce qui te permet de dire que dans la phrase que j'ai utilisée au départ, il y a 2 personnages, Till et Timo. Qu'est-ce qui te permet de dire que ces 2 personnages, que Till et Timo, sont bien les 2 personnages du texte, qu'il n'y en a pas 3 ou qu'il n'y en a pas qu'un? Donc il va falloir justifier la manière dont on a repéré ces personnages et comment on le sait. C'est-à-dire que c'est de justifier la pertinence des informations relevées. Cette justification peut se faire par l'intermédiaire, par exemple, et Timo, des majuscules ou non. Que ces mots-là ne sont pas des mots, des noms communs, mais des noms propres. Voilà. Donc l'objectif est bien entendu, en posant ces questions, de construire un savoir-faire transférable. Parce que dans le texte le texte très court, hein, Till joue avec son ami Timo, que j'ai utilisé au début, dans ce texte-là, on va comprendre ce texte-là. Mais bien entendu, en apprenant à comprendre ce texte-là, c'est pour apprendre à comprendre d'autres textes. Donc, tout en apprenant des choses sur le produit, sur ce texte-là, on va apprendre aussi des processus qu'on va essayer, c'est le but, vraiment le but du dispositif, essayer de transférer à d'autres textes, puis à tous les textes. D'accord. Du coup, comment on va faire pour mettre en œuvre un dispositif de compréhension? Est-ce qu'il y a des astuces, des passages obligés, une méthodologie, un dispositif? Donc oui, enfin, il n'y a pas un dispositif à arrêter, le seul dispositif. Nous proposons, nous, un dispositif. C'est ce que je vais vous présenter à l'aide de 3 diapositives. Donc là, ici, c'est au cœur de ce que nous voulons présenter comme dispositif d'apprendre à comprendre. Donc le dispositif, les 3 diapositives sont dispositif élève, dispositif sur le texte et le produit,
Ce sera la diapositive numéro 2, et la dernière diapositive sur les processus, plus pédagogiques. Donc le dispositif lui-même, pour les élèves, c'est de mettre en place, au cours de l'année de CP, les 6 questions que vous voyez à l'écran. La question qui, où, quand et quoi, qui forment un premier ensemble, qui est vraiment la base de la compréhension des textes, puisque nous sommes essentiellement dans notre méthode de lecture et dans les albums qui l'accompagnent, dans des textes de type narratif, sauf le 4e album qui porte sur les pompiers, qui est un texte documentaire. Mais les 6 questions peuvent très bien servir aussi au texte documentaire. Donc de qui on parle, quels sont les personnages, où se passe l'histoire, à quel moment, à quelle époque, ou quel moment de l'année ou du jour, quoi, de quoi ça parle, ou quelle histoire ça raconte, comment c'est raconté, et pourquoi, par exemple, pourquoi les personnages font telle ou telle chose. Les 3 éléments qui sont en rouge en dessous, c'est-à-dire d'essayer de travailler dès le début de l'année sur le monde représenté, c'est-à-dire quel est le monde qui est construit par le texte. Toute histoire se passe quelque part, à un certain moment, avec des personnages. Donc, c'est d'essayer de mettre en place cette chose-là. Donc, c'est-à-dire de poser les questions, surtout là, qui, où, quand. Et éventuellement un peu quoi aussi là. Et dans ce monde représenté, le monde de Thiel et ses amis est un monde, hein, le monde des albums est un autre monde, c'est qu'il y a des personnages. Et ces personnages font des choses, font des actions, agissent. Mais ils agissent pas au hasard. Ils ont donc des motivations pour agir. Donc c'est s'interroger sur ces motivations. Et ces personnages qui agissent, bien entendu, ont des états mentaux. Ils sont heureux, malheureux, en colère, joyeux, tristes. Alors, pour chacun des textes, notamment chacun des 5 albums, le dispositif a une ambition à chaque fois, des objectifs de compréhension des textes. Et ces objectifs se situent sur 3 axes. L'axe narratif, c'est-à-dire la capacité à raconter l'histoire, quelle est l'histoire qu'on raconte, quels sont les personnages de cette histoire, où ça se passe, dans quel monde ça se passe, et éventuellement des systèmes de valeurs. Donc, au nom de quelles valeurs les personnages agissent. Et pour faire cela, le dispositif repose sur 5 transactions. Une transaction, c'est quelque chose qui se passe entre un lecteur et son texte. Donc, transaction textuelle et iconique sur le texte et les images qui l'accompagnent, c'est-à-dire que les stratégies de compréhension, d'interprétation, des révisions et l'explicite et l'implicite des textes et des images. Pour faire ça aussi, on s'appuie sur les transactions intertextuelles, les autres textes qui nous rappellent ce texte-là. On s'appuie toujours sur quelque chose qu'on a déjà vu, lu, donc des livres, des films, etc. Également, on s'appuie sur son propre vécu. Par exemple, le 2e album qui a comme thème une dispute, tous les élèves se sont disputés un jour ou l'autre. Donc, on peut s'appuyer également sur leur propre expérience. Des transactions critiques, c'est-à-dire demander l'avis des élèves sur s'ils ont aimé ou non le livre, si à la place de tel ou tel personnage, ils auraient réagi de la même manière. Pour les transactions expressives, eh bien, c'est par exemple de dessiner des scènes, d'avoir un prolongement à l'histoire, voilà. C'est-à-dire de sortir de l'histoire et de proposer soi-même quelque chose, ou de jouer même peut-être éventuellement l'histoire racontée. Mais Luc, quand vous parlez du monde représenté, des motivations des personnages et de leurs états mentaux, ce ne sont pas toujours des choses qui sont écrites de façon explicite dans les textes. Comment les élèves vont-ils s'y prendre pour comprendre? Bien, donc pour apprendre à comprendre, en effet, il faut déjà comprendre ce qui est écrit explicitement dans le texte. Ce qui est déjà, donc, il joue avec son ami Timo, comprendre ces mots-là. Mais tout à l'heure, quand j'ai donné quelques éléments de compréhension de ce texte, à la fois, je me suis appuyé sur l'explicite du texte, Timo, 2 personnages, ils jouent, bien, d'accord. Et puis également sur l'implicite, c'est-à-dire que c'est écrit que Till joue avec son ami Timo, ce n'est pas écrit que Timo joue avec son ami Till. Mais bien entendu, la réciprocité est présente. Et cette réciprocité, dans cette phrase-là, est implicite. Nous trouvons exactement la même chose dans les images. Par les images, nous voyons certaines choses, par les illustrations,
Mais ces illustrations nous montrant, par exemple, un personnage heureux, c'est pas écrit qu'il est heureux. Il va falloir le déduire de ce que nous montre l'image. Donc, je vous donne un deuxième exemple, un peu plus long, une autre leçon de Thiel et ses amis. C'est dur la lecture. Timo est dans la lune. Zut, le maître l'a vu. Alors, qui peut dire cela? Qui peut dire la première phrase, c'est dur la lecture? Ce n'est pas écrit. Donc, il va falloir réfléchir. Il va falloir réfléchir avec l'ensemble du texte. Et l'ensemble du texte ne nous donne pas la réponse. Donc, là, on peut réfléchir avec les élèves. Qui peut bien dire cette phrase-là? Ensuite, Timo est dans la lune. Donc, Timo est dans la lune. Qui est dans la lune? C'est écrit là, explicite, Timo. Mais où est Timo? Il n'est pas dans la lune. Pas dans la lune, dans la vraie lune, dans la planète lune. Dans le satellite lune, pardon. C'est implicite. Timo est-il vraiment dans la lune? C'est pas écrit ça. Et que veut dire le mot être dans la lune? L'expression être dans la lune. Entre le passage entre la phrase 1 et la phrase 2 est loin d'être évident. C'est la phrase 1 dit, c'est dur la lecture. Ensuite, Timo est dans la lune. Comment passe-t-on de l'un à l'autre? C'est pas écrit. C'est jamais écrit d'ailleurs dans les textes. Comment passe-t-on de la phrase 1 à la phrase 2? Comment passe-t-on de la page 1 à la page 2 dans un album? De la même manière. Et la phrase 3, zut, mais qui peut dire cela? C'est pas écrit. Bien entendu, là, par déduction, on va penser que c'est sans doute que Timo qui puisse dire ça, parce qu'il était dans la lune, et ensuite le maître l'a vu. Voilà. Mais le maître l'a vu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il l'a vu, oui. Bon. Et alors? Donc là, il y a beaucoup d'implicites. Peut-être va-t-il le punir. En tout cas, il va sans doute le reprendre pour lui dire de suivre. Voilà ce que ça donne. Donc on a travaillé là sur l'état mental des personnages, sur l'implicite, sur l'explicite. Timo est-il un rêveur, par exemple sur les états mentaux? Est-il inquiet? Le maître est-il fâché, en colère ou pas? Donc, Alors, on a parlé de compréhension, mais on peut se dire aussi que de temps en temps, les élèves peuvent interpréter sans avoir compris. Est-ce que comprendre et interpréter, ça va ensemble? Est-ce qu'on peut s'arrêter à la compréhension sans interprétation? Est-ce qu'il peut y avoir compréhension sans interprétation et vice-versa? Enfin, comment les élèves vont s'en sortir pour vraiment avoir compris et ne pas imaginer des choses sur le texte? oui. Donc, ce que vous voyez sur la diapositive là, c'est-à-dire compréhension et interprétation. En effet, il est extrêmement difficile de faire la part de l'un et la part de l'autre. Donc, ce que je vais expliquer très très rapidement, c'est ce qu'on entend par notamment les implicites de type présupposé et l'implicite de type sous-entendu. Et pour cela, je vais vous donner une phrase. Pierre a enfin commencé à travailler. Donc ça voulait dire là qu'il y a de l'implicite. Et bon, Pierre, déjà, il faut comprendre cette phrase, bien. Mais dans cette phrase, il y a énormément d'implicites. Et il y a notamment un implicite de type présupposé. Pour que Pierre a enfin commencé à travailler, cela veut dire qu'avant, il ne travaillait pas. Ça, c'est un implicite de type présupposé. C'est-à-dire que je ne peux pas dire autre chose. Si Pierre travaillait déjà, il ne peut pas avoir commencé à travailler. Ça, on ne peut pas le nier. Si on nie que Pierre ne travaillait pas avant, la phrase s'écroule. C'est un implicite que tout le monde partage, même si ce n'est pas écrit. Donc celui-là, nous le mettons dans la compréhension, c'est-à-dire c'est le minimum qu'il faut avoir trouvé pour bien comprendre la phrase. Je vous en donne une autre qui est utilisée par les linguistes du même genre. C'est Pierre a arrêté de fumer. Pour avoir arrêté de fumer, il faut bien entendu avoir fumé avant. Et là, on est bien dans le présupposé. Le présupposé, Pierre fumait. Pour le sous-entendu, je écris Pierre a enfin commencé à travailler. Je peux sous-entendre mille et une choses. Ça y est, il va enfin avoir de bonnes notes à l'école, il va mieux comprendre, il va plus se faire punir, enfin, que sais-je, énormément de choses. Dans ma phrase, la deuxième phrase, Pierre a arrêté de fumer, toujours le même Pierre, hein. Là, je peux sous-entendre que chez lui, maintenant, ça se sentira bon, qu'il va faire des économies, qu'il sera en meilleure santé, enfin, que sais-je. Mais le sous-entendu, bien que très large, est toujours en rapport avec le texte.
Donc d'un côté la compréhension, de l'autre côté l'interprétation. Voilà. Alors, une fois que du coup l'élève a repéré les implicites, les sous-entendus, les présupposés, est-ce qu'il ne risque pas de faire dire des choses au texte qui n'y sont pas? Il a bien compris qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites, qu'on peut donc en comprendre qui sont dites implicitement par le texte, mais est-ce qu'il ne risque pas de tout mélanger et d'imaginer des choses qui sont fausses au final par rapport au texte? Donc c'est là où il faut faire extrêmement attention. Je ne sais pas si nous avons un problème technique, j'espère que vous voyez toujours les diapositives, parce que nous n'avons plus de retour. Voilà, merci. Donc oui, il ne suffit pas en fait d'expliciter ce qui est implicite. Il faut non seulement expliciter, mais expliquer aussi. Et donc les deux verbes sont importants. Il ne suffit pas de rendre explicite un implicite pour que celui-ci soit compris. Il peut être difficile à comprendre, donc il faut également l'expliquer. Et alors du côté des présupposés, c'est essentiel, mais également du côté de l'interprétation. Parce que les élèves, notamment les jeunes élèves, ont souvent tendance à surinterpréter, c'est-à-dire très rapidement, un peu à partir d'un élément, de faire quelque chose comme marabout, bout de chandelle, et se retrouver extrêmement loin du texte d'origine. Donc il faut tout à la fois expliciter, parce que c'est essentiel, expliquer ce qu'on a explicité, mais contrôler l'interprétation. C'est-à-dire ne pas laisser s'installer ce que j'appellerais du délire. Voilà. Le délire, oui, interprétatif est très intéressant, mais peut-être pour des élèves beaucoup plus âgés. Donc, pour l'explicitation, nous envisageons deux types principaux d'explicitation. L'explicitation en comment, c'est-à-dire les procédures utilisables, comment on fait, comment on s'y prend, on est bien sur les processus, toujours, hein, et pourquoi, l'explicitation en pourquoi, dans quel but on va faire cela. Dans quel but on lit, pourquoi on relève les personnages, pourquoi on identifie les personnages, pourquoi on identifie les présupposés, pourquoi on identifie les lieux, à quoi cela sert-il pour comprendre un texte. Donc, d'expliciter aussi les procédures mises en place. Alors, en résumé, dites-moi, quelles compétences l'élève doit mettre en œuvre pour comprendre un texte et par la suite, quelles sont les principales difficultés rencontrées? Eh bien, si on reprend, disons, l'ensemble cette fois-ci de la procédure, des processus, bien entendu, dans un premier temps, il faut que l'élève soit capable de décoder le texte. C'est absolument nécessaire. Un élève qui ne sait pas décoder ne saura jamais lire de manière autonome. Mais bien entendu, le décodage est très insuffisant. S'il est absolument nécessaire, il n'est pas suffisant. Il faut en plus comprendre le texte qu'on est en train de lire. Un certain nombre de lecteurs, et j'en suis, sont capables de lire dans une autre langue quelque chose. Mais je ne comprends rien, parce que je ne parle pas cette langue. Donc je suis capable de la décoder, de la mettre en... mais je ne la comprends pas. Donc l'étape qui est extrêmement importante ici, c'est d'ajouter la compréhension. Et dans cette compréhension, donc, la compréhension proprement dite, des informations explicites et implicites de type présupposé, les informations implicites de type sous-entendu, plutôt du côté de l'interprétation. Et l'ensemble doit produire, et c'est important, c'est pour ça que c'est en rouge, des lectures cohérentes. Un modèle de situation du texte ad hoc, c'est-à-dire qui correspondent bien à ce qu'on a produit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élèves qui peuvent commencer un texte en pensant qu'un personnage est malade, et puis 2 pages plus loin, il est en bonne santé. Ou l'inverse. C'est-à-dire que un certain nombre d'élèves, notamment jeunes, peuvent, au fil d'un texte, produire des interprétations différentes au fur et à mesure du texte, non cohérentes. Donc c'est extrêmement important de produire cette cohérence. Donc nous proposons pour faire cela donc ce dispositif raisonné et explicite de la compréhension. Et par cela, nous n'entendons pas régler tous les problèmes, bien entendu. C'est-à-dire que tout ce qui relève des déficiences, dyslexie, dysorthographie, dyspraxie,
Bien entendu que cela existe, mais là, notre dispositif, s'il peut aider ces élèves-là à mieux comprendre, n'est pas là pour régler ces troubles, ces difficultés très particulières, qui relèvent d'un autre dispositif et peut-être d'autres personnes. Voilà. Alors Luc, pour terminer cette intervention, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu davantage de ce que c'est que apprendre à comprendre et de nous rappeler comment les élèves finalement vont y parvenir? Oui, c'est-à-dire que nous proposons forcément d'apprendre le dispositif, la diapositive qui était le dispositif élève, au fur et à mesure de l'année. Donc nous avons une progression. Voilà. Et cette progression, c'est pour que les élèves, au fur et à mesure de l'année, apprennent, par exemple, à se poser les différentes questions, apprennent à reconnaître et à le monde représenter, les motivations des personnages à agir. Mais bien entendu, et le premier texte que j'ai cité, Timo joue avec son ami, Tilde joue avec son ami Timo, est le premier texte de l'année. Et ce n'est pas parce que c'est le premier texte de l'année qu'on ne va poser qu'une seule question. Toutes les questions sont déjà présentes. Mais on n'attend pas dès le début de l'année que les élèves, bien entendu, maîtrisent l'ensemble du dispositif, puisque ce n'est qu'au terme de l'année qu'ils seront dans la capacité de le maîtriser. Donc au fur et à mesure de l'année, selon les périodes, les 5 périodes du manuel, sont attendues un certain nombre de choses. Dans la première période, par exemple, les questions qui, où et quoi. L'identification des personnages et du monde représenté. Pas tout le monde représenté, mais la plus grande partie. Et déjà une première prise en compte de l'implicite des textes. Puis, aux périodes 3, 4 et 5, nous allons ajouter les autres questions au fur et à mesure des périodes. Et de plus en plus travailler de plus en plus finement sur l'explicite et l'implicite, et notamment également du côté des personnages sur leur motivation à agir. Et alors, mais c'est important quand même de se dire que l'ensemble du dispositif est utilisé dès le début de l'année. Mais sa maîtrise par les élèves n'est attendue qu'au terme de l'année. Voilà. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'au début, bien entendu, l'enseignant va soutenir les élèves sur certaines questions. Alors qu'à la fin de l'année, on peut attendre que les élèves puissent y répondre de manière autonome et se les poser aussi de manière autonome, ce qui est encore plus important que d'y répondre. Alors, nous avons terminé pour l'instant la première partie de notre intervention et nous vous proposons pour illustrer toute cette première partie une vidéo qui est réalisée par Sylvain Brégardis qui va nous montrer des exemples pratiques de différents cas de compréhension. Donc, nous vous invitons à suivre cette vidéo et nous répondrons à vos questions après. N'hésitez pas à poser vos questions toujours par le chat pendant cette vidéo et nous répondrons ensuite. Merci. Bonjour. Donc pour illustrer les propos de Luc, je vais présenter quelques exemples que l'on peut réaliser à partir du support que l'on a créé. Donc la compréhension va être travaillée à partir de l'histoire du manuel, à partir des illustrations que l'on a créées en lien étroit avec l'illustrateur Dan Carleau, à partir des albums que l'on a sélectionnés pour un travail spécifique de compréhension, et enfin à partir des phrases et des petits textes de l'outil de lecture-différenciation, qui possède, lui, plusieurs entrées d'exploitation, dont celle de l'apprentissage de la compréhension. Donc pour illustrer, j'ai choisi un exemple qui se situe en début de deuxième période, c'est-à-dire approximativement en début novembre. Donc une des spécificités du manuel est d'avoir une histoire suivie, qui est découpée en épisodes, qui s'allongent et qui tout au long de l'année, au fur et à mesure que l'année avance, tout en proposant des textes qui ont été conçus pour étudier un phonème. Donc ici, c'est le phonème E. Donc le texte, Talia se demande ce que sa petite chenille est devenue. Elle a disparu. On peut imaginer que les élèves disent non, non, elle est sur l'image, on la voit sur l'image. Là, le travail va être d'expliquer aux élèves et qu'ils comprennent que si la chenille, on la voit sur l'image, elle n'est qu'une représentation de ce que pense Talia. Par contre, cette chenille, elle est connue, on l'a vu auparavant, sur les illustrations. Donc je reviens sur deux illustrations de leçons précédentes, sur laquelle ici on voit le loup qui est avec son panier dans la cour. Donc c'est une référence explicite
à l'album que l'on étudie pour la compréhension en parallèle, donc l'album de Philippe Jalbert, Une journée de loup. Et sur la page suivante, nous voyons dans cette illustration que la chenille est dans le panier et que le loup a pris la chenille. Donc à la question ici, Talia se demande ce que sa petite chenille est devenue. Elle a disparu. Les élèves ont donc la capacité de répondre à cette question et où se trouve la chenille. Lorsque l'histoire continuera, la page suivante, donc on est sur un nouveau phonème ici, le texte. La chenille doit se cacher, se dit Talia. Elle cherche partout, mais chacune de ses cachettes est vide. Ici, l'attente, c'est que l'élève réinvestisse ce qu'il a appris précédemment et dise que le loup a pris la chenille. Ici, nous nous situons en début de troisième période du manuel, c'est-à-dire approximativement mi-janvier. Donc on part sur un texte illustré. Tout d'abord, on va démarrer par la question « Qu'est-ce qu'il s'y passe ?» Donc l'histoire de cet épisode est découpée en 4 moments différents. A et B sur la page de gauche, C et D sur la page de droite. On commence par travailler le premier moment, le moment A, en cachant les autres. L'enseignant demande « Que se passe-t-il dans la scène A ?» Ici, on parle du texte et de l'illustration. Qui apprend-on? L'enseignant doit faire porter l'attention sur les éléments importants de l'image et du texte. Till roule à vélo, on le voit dans le texte et dans l'illustration. Till est sur le pont Traverse. Traverse est le nom du pont, on le voit dans le texte. Il fait sombre, on le voit dans le texte et dans l'illustration. Il y a un hérisson qui sort de sa maison, on le voit dans le texte et dans l'illustration. Et Till ne le voit pas, on le sait par le texte et par l'illustration. Donc l'enseignant profite de chaque proposition pour reformuler et simplifier les propositions des élèves dans le but de les faire écrire ensuite sur l'ardoise dans la mesure du possible. Ensuite, on va formuler des hypothèses cohérentes pour les écrire. Donc attention, l'illustration B doit rester cachée. On fait lire le texte correspondant. Non, le texte, non, crie le hérisson. Till tourne vite son guidon. Ici, le texte ne dit pas tout. Il sera nécessaire de rendre explicite ce qui est implicite en le faisant trouver aux élèves. Par exemple, non, cela signifie que le hérisson a peur, qu'il est en danger, que le hérisson se trouve sur le chemin de Till. Till tourne vite son guidon, ça veut dire que Till essaye d'éviter le hérisson. Ensuite, demandez, d'après vous, qu'y a-t-il sur l'illustration? L'illustration étant toujours cachée, les élèves vont formuler des hypothèses à l'oral. L'enseignant s'attache à vérifier la cohérence des propositions. Puis, poursuivre avec les vignettes C et D, en prenant en compte la compréhension qui a été faite pour les vignettes A et B. Donc, en parallèle du manuel et pour enrichir l'apprentissage de la compréhension de notre méthode de lecture, nous avons sélectionné 5 albums illustrés dans l'année. 4 sont à caractère narratif et 1 est de type documentaire. Donc, chacun d'eux a un lien très fort avec les textes et les illustrations du manuel, soit de manière explicite, comme on l'a vu tout à l'heure dans le loup, qu'on le reconnaît ici avec son panier, ou soit de manière plus thématique. Donc, les albums ne sont pas exploités pour refaire de l'apprentissage de la lecture, ce n'est pas le but, parce que le manuel le fait très bien, mais on l'utilise pour proposer un travail de compréhension plus approfondi. Donc, pour illustrer mon propos, je vais prendre un exemple dans l'album La petite mauvaise humeur d'Isabelle Carrier, et après je vais vous montrer une fiche d'activité qui sont photocopiables à partir de l'album Une journée de loup. Donc, je vais d'abord découvrir le début du livre et je vais m'attarder sur la 3e séance de compréhension, ou du moins une partie de cette 3e séance. Première double page. Quand Pete rencontra Pat, ils eurent tout de suite envie de faire un bout de chemin ensemble. Ils s'entendaient si bien. Deuxième double page. Qu'ils devinrent inséparables. Leur embarcation était juste assez grande pour deux. Leur vie était joyeuse et douce. Rien ne pouvait leur arriver. Donc, la présentation maintenant est faite. On arrive à la 3e séance de compréhension qu'on utilise. Mais petit à petit, le voyage devint plus monotone. À expliquer ici la monotonie, mais on a aussi dans les illustrations, Isabelle Carrier a mis des indices sur le temps qui passe, on le voit avec le soleil. On voit la monotonie qui s'installe aussi avec la forme de la bouche qui change, voire qui disparaît, les sourires qui disparaissent. On tourne la page de nouveau et on arrive à ce que je vais développer un peu plus. Donc Pete et Pat s'entendaient moins bien. Et
ici, il y a du dialogue dans l'illustration, avec les personnages, attention, oh pardon, c'est par là, mais non, c'est par là. Donc à partir de l'observation de cette page, demandez que s'est-il passé? Pourquoi Pete dit attention? Pourquoi Pat lui répond pardon? L'enseignant revient sur les pages précédentes et fait remarquer que Pete et Pat rament dans le même sens, alors qu'ici, les deux rames se sont heurtées. Par ailleurs, depuis qu'ils ont commencé leur voyage, c'est la première fois également qu'ils ne regardent pas dans le même sens. Donc faire noter que certains indicateurs, comme le changement de couleur, les habits changent de couleur, ils s'assombrissent, comme leur humeur. Faire porter l'attention sur les regards de Pete et Pat, les sourcils qui apparaissent, la forme de la bouche. Le regard est-il le même qu'auparavant? Qu'est-ce que cela signifie? Que signifie la petite tache noire qui apparaît sur l'illustration? Donc on peut faire travailler les élèves sur la manière de qualifier, de décrire la tache noire. Est-ce que c'est un nuage? Est-ce que c'est un gribouillis? Donc, concernant la motivation des personnages, on pourrait dire que jusque-là, les personnages agissaient de concert. Ils ramaient dans le même sens. Ils désiraient aller au même endroit. Ils étaient d'accord sur le but de leur voyage. Maintenant, leurs motivations divergent. L'album semble dire que ce qui motivait Pete et Pat au premier plan, c'était d'être ensemble, et non le but du voyage. Lorsque être ensemble devient moins intéressant, monotonie, ennui, le but du voyage redevient un enjeu. Donc, pour garder une trace de ce travail et proposer ensuite un travail individuel aux élèves, nous avons conçu des fiches d'activité photocopiables. Donc ici, on en présente, j'en montre une, qui a été réalisée à partir de l'album Une journée de loup. Donc, vous pouvez voir que l'attention est portée uniquement sur la compréhension. On est en tout début d'année, c'est le premier album qui est étudié. Il n'y a donc pas d'écrit demandé pour les élèves. Pour terminer, je vais présenter un autre support que l'on propose et qui contribue également à l'apprentissage de la compréhension. Nous l'avons appelé outil de lecture différenciation. C'est une sorte de couteau suisse que l'enseignant pourra utiliser pour de nombreux usages, dont le travail sur la compréhension. L'illustration porte ici sur l'explicitation de l'implicite, sachant que cet outil propose également d'autres entrées. Donc je monte ici un extrait, donc ce n'est pas la version définitive au niveau de la présentation, de la maquette, que l'on trouve en début de période 3, c'est-à-dire vers la mi-janvier. Donc je vais m'intéresser ici à la troisième ligne. Lou joue à ce mouton avec Zozo le cochon. Ouf, ce n'est qu'un rêve. La question, pourquoi ce n'est qu'un rêve? Il y a plusieurs interprétations possibles. Soit on se positionne au niveau du cochon, pour qui c'est effectivement mieux que ce ne soit qu'un rêve, ou alors on peut se positionner au niveau du loup, pour qui jouer avec un cochon peut relever du cauchemar, car il pourrait perdre son statut de méchant. Puis, si on regarde la quatrième ligne, il y a une sorcière près de la rivière. Une guêpe lui a piqué le doigt. Zébraque à la guêpe, a dit la sorcière en colère. Donc à la question, en quoi la guêpe est-elle transformée? On peut avoir plusieurs niveaux de réponse. Soit le mot zébraque à la guêpe est une formule magique lambda, et dans ce cas-là, la guêpe peut être transformée en objet lambda, ou alors elle a du sens parce que l'enfant a vu qu'il y a le mot zèbre dans la formule magique, et la transformation peut y avoir un lien avec cet animal. Donc là, j'ai choisi une leçon qui se situe en fin de période 4. Donc je regarde la troisième ligne. Le pirate Barberousse a fait une grosse bêtise. Il a plongé dans l'eau avec la carte au trésor dans la poche de sa chemise. Donc à la question « Pourquoi a-t-il fait une grosse bêtise ?» Eh bien cette question est d'apparence simple, elle n'est pas tant que ça au regard de ce qui a été testé auprès des élèves. En fait, beaucoup ne se sont pas détachés de leur propre environnement. La bêtise, c'est plonger dans l'eau. Ils ne se sont pas détachés de leur propre environnement. Sous-entendu, maman me plongerait si je faisais cela. L'idée ici, c'est de comprendre la situation et que la situation et que la gravité, c'est que la carte suivante. Zut, la phlésosope a encore dit une mauvaise formule. Elle a transformé le facteur en lézard bleu. C'est amusant, pense-t-elle. C'est embêtant, ce facteur. Ici, c'est intéressant de comprendre qu'une même scène peut être vécue différemment selon le rôle qu'on y tient. Le travail sur les différents points de vue peut être abordé, avec une référence avec ce qui peut se passer entre les élèves. Est-ce que s'amuser aux dépens des autres? C'est bien. Donc, ce travail sur les inférences, sur l'explicitation de l'implicite, devient régulier et est proposé à partir de la période 3, sur chacune des leçons, toujours avec la contrainte des phonèmes, donc ici le phonème 1, et précédemment le « est ». Voilà, j'ai terminé mon intervention. Donc Luc, j'espère avoir réussi à expliciter tes propos à travers quelques exemples. Je peux maintenant te laisser conclure.
Merci Sylvain pour ces exemples et cas pratiques. Pour information, donc, tout le matériel utilisé par Sylvain est tiré de la méthode de lecture Thiel et ses amis, à paraître aux éditions Belin et qui sortira en février 2015. Luc, vous vouliez revenir par quelques mots sur ces cas pratiques. Donc, je voudrais déjà, aujourd'hui, nous parlons de la compréhension, donc de comprendre et apprendre à comprendre. Mais bien entendu, c'est une partie du travail, une partie importante, mais une partie seulement du travail d'apprentissage de la lecture. La méthode que nous proposons apprend à décoder, apprend donc à comprendre, et également le fait en lecture et en écriture. L'écriture, c'était le sujet du webinaire précédent. C'est un ensemble, c'est ce qu'on appelle la méthode intégrative. Donc les mots qui apparaissent ici sont les principaux mots importants, je dirais, d'aujourd'hui. C'est-à-dire les mots de produit et de processus. On apprend sur un produit, mais on apprend des processus. On passe du mot au texte, du texte au mot. On relie le texte et l'image. On apprend donc à lire le texte d'abord, mais l'image aussi. Mais l'image plutôt pour aider à lire le texte. On apprend à repérer les éléments pertinents et à les agencer ensemble pour en faire un texte cohérent. Pour cela, il faut une posture réflexive. On espère que tout cela permet d'acquérir des savoir-faire transférables à tous les textes. Et nous avons conçu un dispositif pour faire cela, le dispositif que je vous ai présenté tout à l'heure. Nous travaillons donc en compréhension et bien entendu aussi en interprétation, l'interprétation étant contrôlée. C'est les mots suivants, c'est-à-dire expliciter tout ce qui pourrait être implicite dans les textes ou le plus de choses, expliquer ces implicites et contrôler l'interprétation, puisque nous sommes dans l'apprentissage de la lecture et pour éviter certains délires dans lesquels peuvent être entraînés certains élèves, notamment, je pense aux élèves en difficulté. Les élèves en difficulté ont tendance à interpréter, voire surinterpréter les textes. Donc un des mots importants, bien entendu, c'est le mot expliciter. Et pour produire tout cela, doit produire des lectures cohérentes et réfléchies, bien entendu, de la part des élèves. D'accord. Alors, maintenant, nous allons passer aux questions des auditeurs qu'on va me transmettre et que je vais poser au fur et à mesure. Alors, première question. Le premier jour d'école, les élèves ne décodent pas tous les mots. Faut-il leur donner certains mots comme joue, par exemple, dans votre exemple? Comment faites-vous? J'ai envie de répondre brutalement oui. C'est-à-dire que la première leçon, Thiel joue avec son ami Timo. D'une manière ou d'une autre, à un moment donné, les élèves vont être confrontés à l'ensemble de la phrase, soit par une lecture magistrale, soit en finissant par la décoder seule et la lire seule. Donc, à un moment ou à un autre, ils auront à s'interroger sur ce que veut dire cette phrase. C'est-à-dire à faire ce que j'ai présenté tout au début du webinaire. C'est-à-dire quels sont identifier les personnages, que font ces personnages ensemble, et voilà, de se poser toutes les questions. Je ne reviens pas sur l'ensemble de ce qui a été dit tout à l'heure. Alors, deuxième question, est-ce qu'on peut s'appuyer sur des mots connus de grande section? Bien entendu, oui. Voilà, au contraire, oui, il faut s'appuyer sur tout ce qui a été fait avant. On ne part jamais de rien. Voilà. Ce n'est pas du passé, faisons table rase. Voilà. Alors, autre question, comment faire comprendre aux élèves la différence entre le réel implicite et leur imagination, sans pour autant les bloquer dans leur envie de comprendre? Dans un premier temps, il va falloir repérer ce qui relève de... C'est-à-dire que la question là n'est pas extrêmement claire, excusez-moi, pour la personne qui a pu la poser, mais c'est-à-dire que qu'appelle-t-on réel implicite, qu'appelle-t-on imagination? Bon, déjà, repérer quels sont les implicites. Quels sont les implicites qui sont essentiels à la compréhension du texte. C'est un travail donc qui est proposé et qui est fourni par la méthode. Mais bien entendu, nous n'avons pas pensé à tout. Donc chaque enseignant aussi doit se poser les questions dans cette phrase-là, dans ce texte-là. Il y a des implicites. Quels sont les implicites qui relèvent, par exemple, du présupposé? Implicite qu'il faut absolument lever. Alors ces présupposés sont des présupposés qui peuvent relever du réel, mais bien entendu, comme nous sommes dans des textes de fiction, la plupart du temps, ils vont relever de toute façon d'un réel reconstruit, d'une réalité reconstruite. Donc entre l'imagination des élèves
Et le réel, c'est là où nous parlons de contrôle, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller sans délirer, en restant dans une lecture cohérente dans un monde cohérent, un monde debout, comme dit Umberto Eco, dans un monde qui fonctionne avec des personnages qui fonctionnent, voilà, qui ne font pas une chose à une page et le contraire à la page suivante, par exemple, ou à la phrase suivante. Alors, question suivante. Quelle différence y a-t-il avec d'autres méthodes de lecture comme Mica ou comme Lector-Lectrix? Bien, nous nous sommes efforcés. Alors, la méthode de lecture, je dirais que là, dans les deux exemples, Mica est une méthode de lecture, Lector-Lectrix n'est pas une méthode de lecture. Donc, je prends par rapport à Mica, alors, méthode de lecture qui date de 1996. Nous proposons nous aussi un système interactif. Nous espérons proposer par rapport à Mica notamment quelque chose de beaucoup plus conséquent du côté de la liaison lecture-écriture, mais également du côté de la compréhension. C'est-à-dire que le dispositif que nous proposons n'existe pas dans le système Mica, dans la méthode de lecture Mica. Voilà. Mais il n'existe d'ailleurs nulle part ailleurs. Voilà. Quant à Lector-Lectrix, c'est un manuel qui s'intéresse essentiellement à la compréhension des textes. C'est également un manuel qui s'adresse plutôt à des élèves plus âgés que ceux du CP. Bien entendu, nous avons beaucoup de choses en commun avec Lector-Lectrix, mais nous avons quelque chose qui n'est pas commun, ce sont les textes. C'est-à-dire que les textes de notre dispositif sont les textes qui s'adressent à des élèves de CP apprenant à lire, commençant à apprendre à lire. Et nous proposons un dispositif, ce que ne propose pas Lector-Lectrix, qui propose plutôt des processus de compréhension, qui s'appuient essentiellement d'ailleurs sur les questionnaires qui accompagnent les textes. Notre ambition, je ne sais pas si nous serons à même de la réaliser, mais c'est de doter les élèves des processus, et non pas de les doter de processus sur les questionnaires, mais bien de se poser les questions eux-mêmes sur les textes. Voilà. D'accord. Alors, c'est ce que j'allais poser comme question, justement. Comment faites-vous le lien entre lecture et écriture? C'est-à-dire que c'était le sujet du webinaire précédent. Donc, c'est-à-dire qu'à tout moment, dans notre méthode, les élèves lisent et écrivent. Ils écrivent tout le temps, dès le début de l'année. Alors, ils écrivent forcément au début de l'année, c'est peut-être un mot, très peu de choses, mais ils écrivent en permanence. Alors, bien entendu, lecture, écriture et compréhension. C'est-à-dire que les trois vont ensemble. C'est d'essayer de lier au maximum les trois. Alors, lecture, c'est code et sens. Donc, c'est bien code, sens et écriture. C'est-à-dire ne pas faire pendant la leçon à un moment donné que du code, puis que de l'écriture, puis que de la compréhension. Mais plutôt de mêler au maximum les trois éléments. De faire en sorte que les élèves apprennent à lire de façon, j'allais dire globale, mais ce n'est pas global parce que ce n'est pas la méthode globale du tout. C'est qu'ils mettent en relation en permanence la lecture et la lecture code et la lecture compréhension, la lecture sur le sens. Et pour faire cela, l'écriture permet de fixer davantage, de s'interroger davantage. D'accord. Je ne sais pas si je suis très clair là en l'occurrence, j'essaie de répondre assez vite parce que c'est ce dont nous avons parlé la dernière fois et c'était l'ensemble d'un webinaire de 45 minutes environ. Alors, la question suivante est, existe-t-il des fichiers pour les élèves en plus des 5 albums? Vous voulez répondre, Luc, ou je réponds moi? Donc, dans la méthode de lecture, il est prévu un manuel de l'élève avec l'ensemble des textes et des exercices. Et on a aussi un cahier d'activités pour permettre de travailler tout ça de façon complémentaire. Et pour chacun des albums, il y a une étude des albums proposés avec différentes séances. Et pour chaque album, un fichier de travail par album qui sera dans le guide du maître. Voilà, le guide pédagogique donne l'exploitation des albums et des fiches photocopiables pour aider à travailler sur la compréhension. Pour chacun des albums. Alors, question suivante. Peut-on envisager de produire une histoire imaginaire à articuler sur le modèle de l'album? Sans aucun doute. Seulement, bon, c'est un travail difficile, c'est un travail long, mais oui, oui.
Mais là, je dirais que nous sommes dans la transaction expressive, la 5e transaction que j'ai présentée tout à l'heure, c'est-à-dire à partir de ce que l'on a fait ou à partir d'un texte, de l'un des textes, le texte du manuel, puisque le manuel est une histoire complète, ou à partir de l'un des 5 albums proposés avec la méthode, on peut très bien, oui, articuler, construire un autre texte, bien entendu. Bien sûr, c'est même une excellente idée, ça, oui. Alors, dernière chose, j'aimerais revenir sur la question de la différence avec d'autres méthodes de lecture. On nous a posé la question sur Mika. Quelle est la différence de Thiel et ses amis au niveau de la compréhension par rapport à Mika? C'est-à-dire que dans ce que nous avons, c'est-à-dire que nous avons pensé, c'est le dispositif que j'ai présenté tout à l'heure. C'est-à-dire que ce n'est pas que les manuels, de très nombreux manuels travaillent la compréhension, mais ils travaillent la compréhension un peu au fur et à mesure du texte, sans qu'il y ait de mise en place d'un système, d'un dispositif. C'est-à-dire que les questions sont posées, je dirais par une expression un peu rapide, au petit bonheur la chance, un petit peu. C'est-à-dire que c'est selon les difficultés des textes qu'on pose telle ou telle question. Ce que nous avons essayé de faire, nous, c'est bien entendu, de répondre aux difficultés des textes pris un à un, mais également au fur et à mesure de construire quelque chose sur les processus. C'est-à-dire que le dispositif doit construire un ensemble de procédures qui vont installer des processus, des stratégies de lecture, nous ne sommes pas très loin, qui doivent permettre à des élèves de CP de comprendre forcément des textes qui sont abordables à leur niveau et à leur âge, mais en autonomie. C'est ça notre objectif. Bien entendu, en CE1, l'ensemble de ce dispositif doit être repris et enrichi. Mais c'est pour ça que nous n'avons pas proposer quelque chose de démesuré. Ces 6 questions seront tout le temps utiles, seront utiles jusqu'à la fin de l'enseignement. On peut se poser ces questions nous-mêmes en tant que lecteurs, adultes, experts, bien entendu. On se les pose d'ailleurs, souvent un peu inconsciemment. Voilà, donc c'était la dernière question. Merci pour votre participation. Si vous avez encore d'autres questions à poser, vous pouvez contacter notre équipe à l'adresse suivante: emailing@edition-belin.fr. Et vous pourrez aussi également revoir la vidéo de cas pratique de Sylvain juste après l'écran suivant qui va vous être proposé. Merci. Bonne soirée.